Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire. Je suis Aurélien Barrière, je vais vous partenaire de Penny Lane, président fondateur de B Conseil, donc expert sur les sujets du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation et statut de jeune entreprise innovante. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement, de manière assez succincte, ces 3 dispositifs, de manière à ce que vous soyez à l'aise pour pouvoir éventuellement en parler à vos clients et éventuellement détecter des sujets sur ces thématiques sur vos clients. Et bien sûr, à la fin, il y aura un temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, je pense qu'on peut avancer la slide suivante. Donc rapidement, voilà, hein, comme je le disais, hein, les 3 dispositifs donc sont des incitations fiscales à la recherche et à l'innovation. Donc le crédit d'impôt innovation, crédit d'impôt recherche, jeune entreprise innovante, donc 2 crédits d'impôt et le statut de JEI qui lui permet d'avoir des avantages complémentaires au crédit d'impôt recherche. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le premier dispositif, le crédit d'impôt innovation. Merci Fanny. Donc en fait, en résumé, hein, c'est une extension du crédit d'impôt recherche. Il est un peu plus récent, il existe depuis 2013, contrairement au crédit d'impôt recherche qui, lui, historiquement existe depuis 1983. Voilà, hein, c'est de manière générale, hein, le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation, c'est vraiment le levier de financement le plus important en France en termes de R&D. C'est près de 7 milliards d'euros tous les ans. Donc, c'est un mécanisme déclaratif qui va s'intégrer dans l'alias fiscale de l'entreprise et qui va permettre, du coup, suivant le résultat de l'entreprise, si l'entreprise est bénéficiaire et qu'elle a un impôt à payer, le crédit d'impôt va directement permettre de diminuer l'impôt dû. Ou si l'entreprise ne réalise pas de bénéfices ou dans le cas de figure, imaginons que le crédit d'impôt soit supérieur à l'impôt dû, dans ce cas de figure, l'entreprise va pouvoir demander une restitution immédiate de cette créance. Ça, c'est vrai pour les TPE, PME de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et de moins de 250 salariés. Voilà. Pour finir sur ces généralités du crédit d'impôt innovation, celui-ci est plafonné, il est uniquement dédié aux PME et il est plafonné à 400 000 euros de dépenses par an avec un taux qui est de 20%. Donc 20% de 400 000, ça fait un maximum de 80 000 euros de crédit d'impôt innovation par an et par entreprise. Donc comme je le disais précédemment, hein, en termes d'éligibilité, le premier critère, c'est bien être une PME, donc moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 250 salariés. Donc voilà, ça laisse de la marge, hein, aux jeunes pousses pour dépasser ces plafonds. Il faut toutefois être vigilant à la détention du capital, hein. Si l'entreprise, la start-up est détenue par un grand groupe à plus de 25% par exemple, elle va perdre ce statut de PME. Ensuite, voilà, hein, d'un point de vue administratif, c'est vraiment le principal critère. D'un point de vue technique, maintenant, cette fois-ci, on peut passer à la slide suivante. L'entreprise, du coup, doit engager des activités éligibles, bien évidemment. Donc, le texte va parler de participation à la réalisation de conception, de prototypes ou d'installation pilote de nouveaux produits. Autrement dit, il va falloir être en capacité de justifier que l'entreprise crée un nouveau produit ou éventuellement améliore un produit existant et que sur l'exercice concerné, l'entreprise doit justifier que ce produit, cette amélioration, propose des performances supérieures par rapport à la concurrence. Donc, il y a quatre critères principaux en termes de performance supérieure, hein, qui doivent bien être détaillés. Le premier critère, donc les critères fonctionnels. Donc fonctionnel, si on est sur du logiciel, montrer que le logiciel propose des fonctionnalités différenciantes par rapport à ce qui existe sur son marché. Technique,
Sur le plan technique, c'est montrer que ça va plus vite, plus loin, plus fort, etc. D'ergonomie, sur les performances supérieures en ergonomie, là, on va peut-être plus être sur des projets industriels, des produits, expliquer que le produit, finalement, a peut-être une prise en main plus adéquate, plus simplifiée. Voilà, par exemple. Et le dernier critère, c'est l'éco-conception. Donc l'éco-conception, là encore une fois, on va plutôt généralement être sur des critères de produits, de matières premières, par exemple, pour justifier que le produit propose des performances supérieures sur ce critère-là. Donc en résumé, c'est les 4 critères, c'est fonctionnel, technique, d'ergonomie ou d'éco-conception. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que l'entreprise devra justifier que son projet sur l'année est éligible. Ensuite, en termes de calcul, une fois que l'entreprise a bien défini le périmètre des activités éligibles, elle va pouvoir procéder au calcul de son crédit d'impôt innovation, qui est toujours basé sur les dépenses réelles, hein, donc sur les dépenses de l'exercice. Donc, si on est sur un exercice 2021, ce serait les dépenses de janvier 2021 à décembre 2021. On est systématiquement sur un calcul d'une année calendaire, de janvier à décembre. Même si l'entreprise, je dirais, a un exercice décalé, le calcul du crédit d'impôt innovation ou recherche se fait systématiquement sur un exercice calendaire de janvier à décembre. Donc le premier poste de dépense, c'est les dépenses de salaire qui correspondent au salaire brut chargé des collaborateurs affectés sur des opérations d'innovation. Les opérations d'innovation vont je dirais, de l'idéation, de la conception du produit jusqu'à la partie éventuellement design, UI, UX quand on est sur des sujets digitaux, en passant par le développement du produit jusqu'aux phases de test et voire même d'installation pilote des premiers prototypes pour vérifier que le produit répond bien aux exigences dans des conditions opérationnelles. Donc, le premier poste de salaire, donc c'est vraiment le poste de dépense, les salaires bruts chargés, auxquels on va rajouter des frais de fonctionnement, donc qui sont de 43% sur les salaires. Dans les dépenses, il y a également les dotations aux amortissements qui sont éligibles, donc pour le matériel qui est acheté et qui est mobilisé et utilisé sur le projet. Et là, cette fois-ci, les frais de fonctionnement sont de 75%. Voilà. Et il y a d'autres types de dépenses éligibles, tout ce qui va concerner la défense, la maintenance et le dépôt des brevets. Il y a également les prestataires externes qui sont éligibles. Prestataires externes, si et seulement si le prestataire est agréé. Donc là, voilà, il faut être vigilant. Si l'entreprise sous-traite une partie de son innovation à un prestataire, un freelance ou une société de développement ou autre, mais si ce prestataire n'est pas agréé, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut bien vérifier que le prestataire est agréé au titre du crédit d'impôt innovation. Voilà en résumé sur l'ensemble des dépenses éligibles. Et sur le mode de calcul, en fait, on fait la somme de toutes les dépenses éligibles et on applique le taux du crédit d'impôt innovation qui est de 20%. Et comme on le disait précédemment, il y a un plafond de 400 000 € de dépenses par an, ce qui aboutit finalement à un plafond de 80 000 € de crédit d'impôt innovation par an et par entreprise. Voilà, ce qui reste tout de même pas négligeable. On va passer au crédit d'impôt recherche. Donc, comme je disais, c'est vraiment le dispositif historique qui existe depuis 1983. Là, la différence du crédit d'impôt innovation, voilà, les critères d'éligibilité technique sont vraiment différents. C'est vraiment pas la même philosophie. Là, on va pas être sur une notion d'étude de marché comme ce qu'on pourrait le faire sur le crédit d'impôt innovation pour comparer son produit par rapport à son marché, par rapport à son concurrence. Là, sur le crédit d'impôt recherche, on n'est vraiment pas du tout dans cette logique, même si j'exagère un peu. Finalement, la finalité du produit, on s'en moque un peu. Là, on va vraiment être sur des critères techniques sur des critères techniques pour justifier finalement que la réalisation du projet a nécessité la création de nouvelles connaissances ou de nouveaux savoir-faire.
nouvelles connaissances ou nouveaux savoir-faire scientifiques ou technologiques. Mais c'est vraiment voilà, la terminologie importante pour le crédit d'impôt recherche, c'est justifier que l'entreprise a créé de nouvelles connaissances ou de nouveaux savoir-faire. Donc là, on va plutôt être sur une logique de justification qui va plutôt ressembler en termes de dossier technique, de dossier justificatif, qui va plus ressembler à une étude, à une thèse ou à un article scientifique. Donc sur la nature des travaux éligibles, il y a 3 familles de R&D éligibles définies par le bulletin officiel des impôts. La première famille, c'est la recherche fondamentale. Alors, la recherche fondamentale, entre guillemets, c'est le stéréotype du chercheur en blouse blanche dans son laboratoire. Donc, c'est chercher à illustrer des phénomènes naturels pour créer de nouvelles théories interprétatives de la nature. Donc, quand on a dit ça, on a compris que voilà, on était très, très, très loin d'un produit commercialisable, industrialisable. Et finalement, la recherche fondamentale, généralement, on va plutôt la retrouver dans la recherche publique, la recherche académique. On a de très bons laboratoires de recherche publique en France, de très bonnes universités. Donc voilà, là, c'est plutôt généralement le CNRS, l'INRIA ou de la recherche universitaire qui est plutôt orientée sur cette partie, sur cette recherche fondamentale. La deuxième famille, la recherche appliquée, qu'on retrouve déjà plus dans le privé, autrement dit dans les entreprises qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche. Là, cette fois-ci, la recherche appliquée, on est encore dans le R, c'est vraiment recherche appliquée. On est encore loin d'un produit commercialisable, industrialisable et répondant à des contraintes fortes de marché. Mais voilà, on s'en approche un peu, mais on en est encore loin. Donc là, la définition, c'est chercher, on va plutôt chercher à créer un modèle probatoire en s'inspirant sur, par exemple, d'autres travaux issus de la recherche fondamentale ou d'autres travaux issus de la recherche appliquée, en récupérant, par exemple, des théories mathématiques ou des modèles physiques, et on va tenter de voir ce que ces modèles peuvent donner dans un domaine d'application un peu plus spécifique, en tentant éventuellement de les améliorer, de les modifier pour répondre à une problématique un peu plus spécifique. Mais voilà, on est encore loin d'un produit commercialisable, industrialisable. Donc, si l'entreprise elle est amenée à faire des mathématiques appliquées, donc quand on dit mathématiques appliquées, c'est-à-dire qu'elle va manipuler des outils mathématiques, je dirais encore de manière assez théorique, là, a priori, on est sur des sujets intéressants en termes de recherche appliquée. La dernière famille, c'est le développement expérimental. Donc là, c'est le D du R&D, voilà, par définition. Après, malheureusement, on n'est plus éligible, on sort de la R&D. Donc le développement expérimental, c'est vraiment les dernières étapes qui vont permettre d'aboutir à la construction d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé, processus, service, équipement. Donc là, généralement, on est plus proche finalement vraiment des dernières étapes. On est loin de la théorie qu'on peut rencontrer en recherche fondamentale et recherche appliquée. Mais par exemple, si je vous donne un exemple en informatique, on serait plus sur la description de l'architecture du logiciel et comprendre comment ce logiciel a été construit, quelles ont été les différentes briques qui ont été assemblées, des langages de programmation par exemple, des briques propriétaires d'autres éditeurs de logiciels ou voire éventuellement des technologies open source, des frameworks, des librairies, des protocoles de communication, etc. etc. Et voir comment toutes ces connaissances finalement, parce qu'on parle toujours de connaissances, ont été imbriquées les unes avec les autres et identifier finalement en quoi ces connaissances ne permettaient pas de répondre de manière intuitive et standard à la problématique de l'entreprise, et autrement dit, en quoi l'entreprise a dû créer de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire plutôt technologiques, là, sur le développement expérimental dans son domaine. Voilà, donc je reste là-dessus en termes d'explication. N'hésitez pas par la suite si vous avez des questions. Pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de l'éligibilité du crédit d'impôt recherche, voilà, nous on a défini dans notre méthode plutôt au-delà des 3 familles que j'ai citées juste avant, on a construit 5 critères d'éligibilité pour nous aider à mieux définir l'éligibilité des projets des entreprises. Le premier critère, c'est vraiment le plus important, c'est la rupture technologique. Finalement, c'est comment l'entreprise sera capable de justifier formellement sur papier
qu'elle a finalement eu une avance dans son domaine et créé une rupture technologique. Pourquoi je dis être capable de justifier formellement sur papier? C'est parce que en fait, le premier interlocuteur de l'entreprise sur ce sujet, ce sera un inspecteur des impôts. Donc un inspecteur des impôts qui va systématiquement demander un dossier justificatif, ce qui est tout à fait légitime, un dossier justificatif, donc un dossier technique qui servira à argumenter en quoi le projet est éligible à la R&D et aux 3 familles de R&D qu'on a évoquées juste avant. Après, dans l'analyse du coup du dispositif, cet inspecteur des impôts, lui, il a plutôt une formation comptable, juridique et fiscale. C'est-à-dire qu'il n'est pas ingénieur et il n'est pas forcément à même de juger l'éligibilité technique des projets. Donc lui, à son niveau, même s'il peut se positionner, il a tout à fait le droit de juger le projet éligible ou non, mais ce qui se passe assez régulièrement, et dans tous les cas, c'est comme ça qu'est prévu le dispositif, les impôts peuvent solliciter une expertise auprès d'un expert du ministère de la Recherche. Donc voilà, il peut y avoir une deuxième typologie de professionnels et de contrôle sur l'analyse d'éligibilité. Et ces experts du ministère de la Recherche, finalement, si on peut revenir juste sur la slide précédente, finalement, eux, dans les 3 familles de R&D que j'ai citées, qui sont voilà, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ces experts du ministère de la Recherche, dans leur quotidien, ils sont plus proches de la recherche fondamentale parce qu'ils sont bien souvent chercheurs dans un laboratoire public ou enseignants-chercheurs dans nos universités. Donc pour aider et pour que l'entreprise soit à même de justifier son éligibilité, il faut aussi qu'elle puisse répondre aux exigences de ces experts du ministère de la Recherche et finalement constituer une analyse de l'état de l'art, une analyse des connaissances qui existent dans son domaine, tel que pourrait le faire un chercheur lorsqu'il rédige un article scientifique ou un thésard lorsqu'il rédige son mémoire de thèse. Donc il faut pouvoir rentrer dans cette logique assez académique pour pouvoir justifier de l'éligibilité d'un projet au titre du crédit d'impôt recherche. Voilà, donc une bonne pratique serait de constituer une analyse de l'état de l'art sous forme d'entonnoir, surtout si l'entreprise est plutôt sur des sujets de développement expérimentaux, tout de même être capable d'analyser les connaissances issues de la recherche fondamentale en s'appuyant sur des articles scientifiques, des thèses, et ensuite descendre au niveau des technologies qui existent dans son domaine et justifier ensuite, in fine, quels sont les verrous technologiques, les difficultés, les problématiques techniques qui ne sont pas encore levées, qui ne sont pas encore résolues dans son domaine, ce qui permettra de justifier que le projet est éligible. Voilà, donc ça, c'était le premier critère. Je vais vous présenter rapidement les autres critères qui, finalement, coulent de source par rapport à celui-ci. Donc, le deuxième critère, c'est la somme des verrous technologiques et scientifiques que l'entreprise a rencontrés. Autrement dit, c'est la somme des difficultés que l'entreprise a rencontrées, difficultés techniques, mais qui ne sont pas uniquement internes à l'entreprise, mais qui sont vraiment généralisables à l'ensemble de son domaine. Si on raisonne par l'absurde, un projet qui ne rencontre pas de difficultés techniques, ce n'est pas un projet de R&D. Le troisième critère, l'inventivité, là, on peut aussi parler de généricité. Il faut être capable de justifier aussi que finalement, l'apport des connaissances qui ont été créées sur le projet peuvent être généralisables à d'autres domaines. Voilà. Les critères 4 et 5 sont plus des critères de forme. Critères des ressources, il faut être capable de justifier finalement que l'ensemble des ressources affectées sur le projet a été bien éligible. Quand on va parler de ressources de personnel, il faut être capable de justifier que le personnel est bien un personnel compétent pour mener à bien des opérations de R&D. Donc, l'administration demandera systématiquement les diplômes, les copies des diplômes, donc idéalement Bac plus 5, voire éventuellement PhD, mais Bac plus 5, c'est très bien. Et à partir du moment où il y a un Bac plus 5 sur le projet, il est également possible de valoriser d'autres types de profils, Bac plus 2 dans le domaine, ou éventuellement profil autodidacte.
Profil autodidacte, ça reste toujours tout de même assez délicat. Il faut être capable de justifier que cette personne est compétente, peut-être par le biais de lettres de recommandation, d'un CV bien fourni, d'un nombre d'années assez important dans son domaine, d'une validation d'acquis des compétences dans l'entreprise. Enfin, voilà, il y a différents leviers pour justifier ces compétences. Le dernier critère, c'est le critère du processus. Là, ça rejoint également le formalisme du dossier, où lorsque l'entreprise va devoir décrire ses travaux de R&D sur l'exercice en cours, enfin l'exercice déclaré, il ne s'agira pas uniquement de décrire la solution finale avec le résultat atteint en fin d'année, mais il s'agira surtout de décrire la démarche scientifique, la démarche technique, la démarche de R&D qui a été engagée, en décrivant peut-être les différentes étapes, les différentes hypothèses qui ont été émises, même surtout celles qui n'ont pas marché, enfin, c'est ça qui est important, pour montrer que voilà, le projet a suivi un processus itératif. On peut passer à la slide suivante. Une fois qu'on est convaincu que le projet est bien éligible, l'entreprise va pouvoir procéder au calcul de son crédit d'impôt pour, in fine, pouvoir le déclarer. Donc, en comparaison au crédit d'impôt innovation, c'est assez comparable, hein. Là, il y a des frais de veille technologique qui n'existaient pas au crédit d'impôt innovation, qui sont présents au titre du crédit d'impôt recherche. C'est pour la participation à des salons, des congrès en tant que visiteur, voire l'achat de revues, de bases de données spécialisées dans le domaine. La participation également à des réunions de normalisation, si l'entreprise participe à des réunions de normalisation, il y a énormément de normes qui existent dans tout un tas de domaines technologiques. Voilà, c'est assez intéressant de mettre en avant ces frais-là, parce que ça montre aussi une légitimité de l'entreprise à être, entre guillemets, au niveau de l'état de l'art dans son domaine, puisque si elle participe à des réunions de normalisation, ça veut aussi dire qu'elle est bien au fait de tout ce qui se passe dans son domaine et qu'elle pousse, elle propose même des évolutions à l'ensemble de sa communauté. Ensuite, il y a encore une fois les dépenses de personnel qui correspondent au salaire brut chargé, les frais de fonctionnement qui sont toujours de 43% sur les dépenses de personnel et de 75% sur les dotations et amortissements. Il y a encore une fois les frais de dépôt, maintenance de brevets qui sont éligibles. Et également, les prestations externes sont éligibles, mais encore une fois, si et seulement si le prestataire est agréé au titre du crédit d'impôt recherche cette fois-ci. Voilà. Sur le mode de calcul, on prend la somme de toutes les dépenses éligibles, comme pour le crédit d'impôt innovation, sauf que cette fois-ci, le taux est de 30%, donc c'est plus avantageux que le crédit d'impôt innovation. Par contre, vous l'avez compris, en termes d'exigences scientifiques et d'exigences techniques, le crédit d'impôt recherche est un peu plus poussé. Voilà, une petite précision également, dans le calcul, il faut déduire les subventions reçues. Ça ne se déduit pas au niveau du taux de 30%, mais au niveau des dépenses globales exposées juste avant. Avant de finir, je vais vous présenter le statut de jeune entreprise innovante, qui se couple assez bien et qui est complémentaire en fait au crédit d'impôt recherche. Donc une entreprise éligible au statut de jeune entreprise innovante, a priori, est éligible également au crédit d'impôt recherche. Enfin, c'est sûr même. L'inverse n'est pas forcément vrai, mais une fois qu'on est éligible au statut JEI, on est forcément éligible au crédit d'impôt recherche. Le statut de JEI va concerner les entreprises de moins de 8 ans. Alors, moins de 11 ans, là, avec le nouveau projet de loi de finances en cours depuis 2022. Il faut que l'entreprise soit bien indépendante. Et le dernier critère administratif qui est quand même assez important, sur lequel il faut être vigilant, il faut que l'entreprise engage au moins 15% de l'ensemble de ses dépenses en R&D. Donc là, très concrètement, si une entreprise voudrait se positionner sur le statut de JEI en 2022, il faudrait faire une projection de l'ensemble de ses dépenses sur l'ensemble de l'exercice, faire une projection de ses dépenses de R&D et bien vérifier qu'on est bien au-delà de 15% des dépenses affectées en R&D. Les dépenses de R&D sont exactement les mêmes que les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche.
Voilà. Une petite précision sur le statut de jeune entreprise innovante. En fait, il existe deux méthodes qui peuvent se coupler pour être JEI. Les entreprises peuvent s'auto-déclarer JEI. Alors nous, généralement, on ne le préconise pas trop parce que finalement, en cas de s'auto-déclarer JEI, c'est très très simple. Il suffit de le dire à son comptable et son prestataire de paye, et puis directement d'avoir le bénéfice du JEI. Et par contre, le jour où l'entreprise aura un contrôle de l'URSSAF, finalement, l'URSSAF, c'est assez binaire, demandera systématiquement à l'entreprise est-ce qu'elle a obtenu un rescrit fiscal validé, validant son statut de jeune entreprise innovante. Donc un rescrit fiscal, c'est une demande d'autorisation. Est-ce que l'entreprise a fait cette demande d'autorisation? Si c'est validé, c'est bon. Si malheureusement l'entreprise est uniquement autodéclarée mais qu'elle n'a pas eu ce rescrit fiscal validé, l'URSSAF demandera à l'entreprise de rembourser tous les avantages du JEI qui a pu précéder pendant les années précédentes, le contrôle. Donc voilà, il faut être assez vigilant là-dessus. Au niveau finalement des avantages du statut de JEI, donc il y a un avantage principal, donc c'est la slide suivante. L'avantage principal, ça va concerner une exonération des cotisations patronales. Donc lorsqu'on est JEI, finalement, l'entreprise aura une exonération de quasiment 70% des cotisations patronales sur l'ensemble du personnel affecté majoritairement en R&D. Majoritairement en R&D, en gros, c'est le personnel qui est affecté à plus de 50% de son temps en R&D bénéficiera de cet avantage. Ça, c'est vrai pour les 8 premières années de vie de l'entreprise. Et ensuite, il y a un avantage qui, suivant le business plan, suivant l'évolution de la société qui peut être aussi important, c'est l'exonération de l'IS. À partir du moment où l'entreprise est JEI, elle va avoir une exonération de 100% du premier IS bénéficiaire sur les 11 premières années de vie de l'entreprise. Ensuite, si on est toujours dans ce cas de figure d'une entreprise rentable, dans les 11 premières années de vie, elle aura une exonération de 50% sur le second exercice bénéficiaire. Voilà, il y a également une exonération de la taxe foncière. Alors, comment le calculer? Bon, c'est plutôt pour évoquer le fait que le statut de JEI, voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est tout à fait cumulable avec le crédit d'impôt recherche. C'est d'ailleurs logique de le cumuler dans la mesure où ensuite le JEI, en tout cas le rescrit fiscal JEI, généralement on le demande qu'une seule fois, mais c'est ensuite le fait de régulièrement, tous les ans, constituer un dossier technique pour le crédit d'impôt recherche qui permettra de justifier le JEI aussi bien d'un point de vue comptable et financier sur le fait que l'entreprise engage bien 15% de l'ensemble de ses dépenses en R&D, mais aussi sur la justification technique de ses travaux de R&D par l'intermédiaire du dossier technique du crédit d'impôt recherche. Et également, voilà une petite subtilité, le JEI est soumis finalement à la règle des minimi européens. Donc c'est un plafond glissant de 200 000 euros. Donc ça, c'est pour la partie exonération de l'impôt. Ça ne concerne pas l'exonération des cotisations patronales. Les cotisations patronales sont plafonnées, si je ne dis pas de bêtises, à 5 fois le PSS annuel. Donc là, en 2022, on est à peu près à 200 000 euros d'exonération maximum. Je crois que c'est 205 000 euros d'exonération maximale sur les cotisations patronales pour une entreprise sur une année de JEI. Et les règles du minimis, ça va plutôt concerner l'exonération d'IS que l'entreprise peut avoir grâce au JEI. Voilà, je suis allé assez vite sur tous ces sujets. Je vous écoute si vous avez des questions. Je vais en prendre connaissance sur le chat. Alors les questions, il faut que je les trouve.
dans l'onglet, hop, voilà, c'est là, pardon. Il y a effectivement des questions. Donc Marc qui demande, est-ce qu'une demande JEI est à faire chaque année par rescrit fiscal? Alors, non, j'ai tendance à dire non. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, de mon expérience des contrôles URSSAF, l'URSSAF peut contrôler plusieurs années, hein, comme les impôts, demande à l'entreprise est-ce qu'elle a bien un rescrit fiscal JEI validé. Donc, elle ne demande pas X rescrits fiscaux JEI validés, elle en demande un. Donc aujourd'hui, ça suffit. Après, rien ne. Voilà, je ne suis pas devin. Je ne sais pas si plus tard, dans quelques années, l'URSSAF sera peut-être un peu plus exigeante. Mais en tout cas, le fait, c'est sûr, de constituer des dossiers de crédit d'impôt recherche aidera dans tous les cas l'entreprise à justifier auprès de l'URSSAF ou des impôts qu'elle est bien JEI sur plusieurs années parce que les dossiers de crédit d'impôt recherche permettent de répondre à ces enjeux-là également. Alors, deuxième question de Yannick. Bonjour, je crois qu'on peut demander le CIR ou C2I sur 3 dernières années. Est-ce le cas? Comment ça se passe en pratique au niveau de l'alias fiscale? Très bonne question. Alors, effectivement, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, ces sujets de crédit d'impôt, recherche, innovation peuvent être soumis à contrôles fiscaux. Les impôts ont toujours 3 ans pour contrôler les entreprises. Donc, les impôts peuvent remonter 3 ans en arrière. Et du coup, par la même occasion, les entreprises peuvent rectifier leur liasse fiscale pendant 3 ans. Donc, le droit des impôts, les entreprises ont les mêmes droits que les impôts. Donc, c'est tout à fait possible. Là, par exemple, on peut encore aujourd'hui déclarer des crédits d'impôt 2019, 2020 et puis 2021, puisque c'est l'année fiscale en cours de dépôt. Comment ça se passe au niveau de la liasse fiscale? Il y a différentes écoles. L'école la plus stricte, la plus rigoureuse et qui peut être exigée par un inspecteur des impôts, c'est de rectifier toutes les liasses. Donc, si on déclare un crédit d'impôt recherche 2019, idéalement, il faudrait rectifier la liasse fiscale 2019. Maintenant, en pratique, je sais notamment que par l'intermédiaire du formulaire 2573, où l'entreprise va demander, par exemple, la restitution de ses crédits d'impôt, elle peut tout à fait inscrire l'ensemble de ces demandes de restitution sur le formulaire 2573 de l'alias en cours 2021, sans rectifier les liasses précédentes. Par contre, donc ça, on le voit assez souvent et ça fonctionne, ça fonctionne bien. Par contre, il faut tout de même avoir en tête que les impôts pourraient exiger à l'entreprise de lui demander de rectifier les liasses précédentes. Alors, question suivante. Peut-on bénéficier du CIR C2I sans avoir le statut JEI? Oui, tout à fait. Oui. Il n'y a pas d'obligation à être JEI. D'ailleurs, imaginons qu'une entreprise ait plus de 11 ans, elle ne pourrait pas se positionner sur le JEI, elle ne pourrait pas être JEI, mais elle pourrait toujours bénéficier du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation. Donc, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Hop. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On a encore un peu de temps ensemble. Ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Hop, une nouvelle question qui est apparue, il me semble. Alors, question de Yannick. Pour le JEI, si l'entreprise n'a pas fait les démarches, peut-elle faire le rescrit après avoir déposé la liasse fiscale et faire des rectifs? Alors, du coup, effectivement, bonne question sur le calendrier du JEI. Si une entreprise voudrait valider un statut JEI 2021 par l'intermédiaire d'un rescrit fiscal JEI 2021,
Donc là, on va décrire les dépenses de l'entreprise en 2021, on va décrire son projet de R&D en 2021. Et du coup, effectivement, Yannick, la deadline pour déposer le rescrit JEI, c'est la même deadline que le dépôt de l'alias fiscal. Donc là, pour justifier un JEI 2021 d'une entreprise qui clôturerait en décembre 2021, ce serait le 15 mai. Donc c'est possible, mais c'est un peu juste, et parce qu'on est le 28 avril. Mais voilà le calendrier. Il faut idéalement que l'entreprise envoie son rescrit fiscal JEI avant de déposer l'alias fiscal. Hop. J'espère que j'ai répondu à ta question, Yannick. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors Marc, oui, effectivement, le rescrit fiscal n'est pas obligatoire chaque année pour renforcer son CIR C2I. Ouais, alors là, c'est peut-être la question porte peut-être plus sur le rescrit CIR. C'est possible de faire un rescrit sur son crédit d'impôt recherche ou son crédit d'impôt innovation, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, il faut quand même avoir en tête que pour déposer un rescrit fiscal qui concerne le crédit d'impôt recherche, il faut que l'entreprise dépose son rescrit fiscal 3 mois avant la date de clôture de son exercice. Donc c'est souvent ça qui coince un peu, parce qu'en termes d'organisation et de calendrier, c'est toujours assez délicat. Si l'entreprise clôture fin décembre, il faut qu'elle dépose son rescrit fiscal, crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation, avant fin septembre. Donc voilà, c'est souvent ça qui est délicat à mettre en œuvre, mais sinon c'est tout à fait possible. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est possible. Alors, pour nouvelle question, pour le JEI, si la création date de 2020 et donc l'IAS déjà déposé en 2020, c'est donc trop tard. Oui, c'est trop tard. L'administration refusera de répondre en fait à cette demande de rescrit JEI 2020 dans la mesure où le délai de dépôt est déjà dépassé. Alors, en complément, hein, pour vous laisser peut-être le temps de poser vos dernières questions, sur cette position, l'administration a évolué ces dernières années, hein. Alors, il y a plus de 5 ans, je sais que c'était tout à fait possible de déposer un JEI qui datait peut-être d'1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. Là, la position de l'administration c'est un peu refermé. Et c'est pour ça que je vous dis que là, c'est sûr que pour un JEI 2020, l'administration refusera de répondre parce que voilà, ils sont vraiment très à cheval sur la deadline de dépôt de l'alias fiscal de l'exercice en cours. En tout cas, merci Yannick et Marc pour vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres.
Je pense qu'il n'y a plus de questions. Ah, si. Bah, merci. Voilà. Merci, merci Yannick. Avec plaisir. Bah, merci à tous pour votre présence. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère vous avoir un peu sensibilisé à cette thématique. Et puis voilà, avec Penny Lane, on reste à votre écoute pour échanger éventuellement plus amplement sur ce sujet. Merci à tous.